Et enfin, les formations techniques, je dis les parce que j'ai divisé en deux, la partie études et la partie chantier. Et donc, voyons les documents que l'on examine et qui sont transmis dans la valise. Alors, il y a le projet que l'on étudie, les plans, fondation, soubassement. Alors, il y a un plan soubassement incomplet, c'est un exercice. C'est-à-dire que je présente d'abord le soubassement incomplet et on cherche ce qui manque. Voilà le soubassement qui est incomplet et voilà le plan de soubassement complet, tout simplement. Et ensuite, les plans, la caractéristique des plans techniques, pour les plans d'architecte technique, c'est surtout être des plans de synthèse, c'est-à-dire qu'il faut essayer de, dans la mesure de la lisibilité du plan, de mettre le maximum d'informations dessus, uniquement celles qui sont utiles, pas pour faire joli, mais uniquement celles qui seront utiles, de façon à ce que ce soit un outil partagé par tous les intervenants. Charpente. La caractéristique des plans techniques, c'est de déterminer quels sont les ouvrages qui doivent être réalisés, mais non pas la façon dont ils sont réalisés. Ce ne sont pas des plans d'exécution. Plan technique et plan d'exécution, c'est différent. Voici le plan technique de charpente du projet que j'ai retenu, qui est volontairement assez simple. Et voici le plan d'exécution de cette charpente. C'est tout à fait différent. Là, il s'agit de dire à l'entreprise comment elle va mettre en œuvre, comment elle va réaliser. Alors que nous, dans nos plans techniques, nous disons ce que nous voulons voir réaliser, mais pas forcément la façon de le mettre en œuvre. Ça, c'est du ressort exclusif de l'entreprise qui est censée être mieux compétente que nous dans ce domaine. C'est une notion très importante. On retrouve cette même notion, d'ailleurs, dans le CCTP qu'on va voir. Alors, tous les plans, ce qui est important, c'est d'avoir tous les plans. Un plan par niveau, fondation, soubassement, rez-de-chaussée, étage à étage, charpente, couverture. Les plans de couverture, de charpente, de fondation, étant très, très vite faits. Surtout avec l'informatique, maintenant, c'est une question de calque, c'est très simple. C'est indispensable si on veut à la fois maîtriser la totalité de ce qui va être bâti. On ne laisse pas des zones de flou, on ne laisse pas l'artisan décider comme il veut. Et pour nous-mêmes, ne rien oublier. Être sûr que on a tout maîtrisé, que tout est sous contrôle. Et beaucoup plus long à faire, mais peut-être encore plus important, une coupe chaque fois que le bâtiment change de profil. Une partie à rez-de-chaussée, la partie à étage, la partie garage, une partie en porte-à-faux. À chaque fois, une coupe correspondante. Dans l'exemple pris, c'est assez simple. On a une coupe type sur la partie habitation qui permet, quand on entre dans le détail comme ça, qui permet d'optimiser la construction et ensuite qui permet de ne rien oublier. Par exemple, cet entretoit de contreventement, si je ne l'avais pas dessiné, peut-être que j'aurais oublié si je ne m'étais pas attaché à faire un détail précis. Peut-être. Et l'autre coupe, alors les fondations, c'est pas pareil, c'est uniquement pour la formation. Le même bâtiment, vous mettez les mêmes formations, sauf cas exceptionnel, bien entendu. Eh bien là, c'est pas sur l'habitation, c'est sur la partie garage. Et donc, on refait une coupe pour ça. Et sur la coupe, on décrit beaucoup, puisque les artisans auront oublié le descriptif si on a la chance qu'ils l'ont lu. En tout cas, l'ouvrier, lui, il n'aura sûrement pas lu le descriptif. D'où l'importance d'écrire sur les plans ce qui est indispensable, ce qui doit absolument être respecté. Ensuite, le planning. Alors, ce que j'appelle mon planning astuce anti-retard. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, spécifiquement sur ce planning. Vous pourrez la voir sur ma chaîne YouTube. Quelques exemples, tels qu'un mur de soutènement où j'explique comment ça fonctionne. On n'a pas besoin d'un ingénieur béton armé pour faire un mur de soubassement qui ne porte pas un bâtiment et qui est de faible hauteur, 1 mètre, 1 mètre 50. Après, si ça porte un bâtiment qui fait 2 mètres 50 ou 3 mètres, là, je vous engage à prendre un ingénieur béton, bien entendu. Voilà le descriptif.
nous passons en revue tout le descriptif. Ça permet en même temps de commenter tout le détail technique des ouvrages. Ça fait un petit rappel général technique avec des illustrations qui sont surtout pour le client, mais qui sont quand même plus faciles à lire pour l'artisan et qui permet qu'on soit sûr qu'il ait bien compris ce que l'on veut. Si j'écris la gaine d'alimentation électrique sera de type hectare noir avec liseré gris, je suis pas sûr qu'au moment de la commande, 6 mois après qu'il ait lu le descriptif, il me mette pas une gaine rouge, par exemple. Là, il l'a vu. Si je veux un assemblage de poutres apparentes par une platine en T inversé dans l'âme de la poutre, si je l'écris dans le descriptif, je peux vous dire d'expérience que au moins une fois sur deux, je l'aurai pas. J'aurai le gros sabot vilain. Il suffit de faire un visuel et à ce moment-là, l'entreprise a compris, OK, et là, je l'aurai. Bien sûr, le client apprécie qu'on lui montre ce qu'il va acheter. C'est quand même lui, c'est son projet, c'est son bâtiment et c'est lui qui paye. Donc, là, je pars sur un descriptif avant que le client ait choisi en détail. Je pars sur des prestations type qui ne sont pas forcément des prestations bas de gamme, pas du tout, pas luxueux mais pas bas de gamme. Et ensuite, comme ça, le client, il a les références, il peut se situer financièrement. Alors, ce descriptif est un peu long, il fait une trentaine de pages parce qu'il y a beaucoup de lots de façon artificielle. Il y a à la fois la structure maçonnerie, la structure bois, il y a à la fois la couverture en pente et la couverture terrasse. Normalement, un descriptif fait 20-25 pages grand maximum si on veut qu'il soit efficace, qu'il soit lu. Là non plus, il ne s'agit pas d'expliquer aux artisans comment ils doivent réaliser leurs travaux, les travaux. S'ils ne savent pas le faire, c'est trop tard pour qu'ils apprennent. On change d'artisan. C'est simplement dire précisément ce que l'on veut comme travaux, les travaux que l'on veut voir réalisés, mais non pas forcément la manière de le faire. Les artisans ne sont pas nos salariés. Ensuite, l'estimatif, quantitatif estimatif, on fait une bonne fois pour toutes. Moi, je fais ça au moment d'esquisse. Une bonne fois pour toutes, le chiffrage, c'est-à-dire que je fais en fait les devis des artisans, lot par lot, ce qui me permet de maîtriser totalement les prix. Je n'ai plus d'appel d'offres infructueux puisque j'ai chiffré avec les prix des artisans avec qui je travaille. Ça n'empêche en rien un client de demander d'autres devis par ailleurs. Si j'accepte l'artisan qu'il aura choisi parce que je l'estime compétent, très bien. Mais moi, je sais que le budget que le client m'a donné est respecté à l'euro près parce que j'ai moi-même chiffré. Ça prend une demi-journée. Une grosse demi-journée, une petite demi-journée. Ça dépend des chantiers. Les premières fois, vous allez peut-être passer une journée, mais très vite, vous passez qu'une demi-journée. Et franchement, dans le temps consacré à une maîtrise d'œuvre, qu'est-ce qu'une demi-journée si ça vous permet de maîtriser totalement les prix, d'évacuer une fois pour toutes tous les appels d'offres infructueux, tous les dépassements et toutes les négociations avec les artisans. Et quand on chiffre, pour le client, je chiffre tout, c'est-à-dire y compris l'architecte. Donc là, c'est une formule, hein, c'est une formule tout simplement. C'est-à-dire que si je rajoute une prise de courant, bien entendu, ma rémunération suit. Voilà comment je chiffre. Ensuite, en bleu, ce sont des petites notes que je me mets pour m'y retrouver. Il y a des raccourcis qui aident. Bien sûr, le tableau électrique, je compte pas les prises de courant, je fais un tableau et c'est chaîné, ça donne automatiquement les prises de courant. Idem, je rentre les menuiseries ici et j'ai automatiquement les linteaux, les appuis, les surfaces, etc. J'explique tout ça dans la formation. Et ensuite, dans la seconde partie de la formation, donc il y a des fiches pour mémoire de ce qu'il faut mettre au point avant le chantier, c'est-à-dire essentiellement l'imbrication, les interfaces entre les artisans, qui fait quoi, comment tout ça, ça va bien s'organiser. Ben là, c'est simplement l'adaptation des menuiseries, des appuis aux menuiseries, tous les appuis pour toutes les menuiseries. Donc, on voit lot par lot. Et il y a également tous les points. Alors là, je détaille un chantier, tous les points à voir, creuseur, fondation, soubassement, réseau, dallage, etc. Tout simplement, j'ai retenu
de mémoire tout ce qui m'a posé souci dans mes 40 ans de métier d'architecte. Je pense que ce que j'ai jamais rencontré en 40 ans, le risque est à peu près insignifiant. Voilà. Et donc on détaille tous ces points, à chaque fois je commente et j'explique pourquoi. Voilà tous les documents qui sont donnés à l'issue de chaque session de formation, de manière à ce que vous ayez les outils qui vous permettront de bien mettre en pratique et d'avoir cette compétence dans la maîtrise d'œuvre qui est, on le sait, un beau métier, mais un métier complexe et finalement assez dangereux.